Un collègue s'est fait rafaler dehors. Les gens on recevait des carrés violets sur Snap, tu sais. Ouais. Et en fait, c'était son cadavre. Mais je peux te citer 5 personnes que je connais qui sont mortes dans des règlements de compte. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait tirer dessus? Je me suis fait tirer dessus, ouais, contrairement à ce qu'on pense, tu peux avoir des ennemis, un gang rival ou quoi que ce soit, mais c'est jamais eux qui vont te tirer dessus. Mais souvent, les morts que tu entends, c'est un ami à toi qui a appelé quelqu'un qui t'a tué, ou c'est un ami à toi qui t'a fait quelque chose pour récupérer tes biens. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Wallahi, il n'y a rien de facile. Dans l'argent facile dont on parle, il n'y a rien de facile. Être debout à 6 heures pour ne pas se faire attraper, pas dormir parce que tu ne sais pas si ça va venir chez toi ou si ça ne vient pas. Avoir des gens dans la ville qui aussi veulent te faire du mal et toi aussi, tu es obligé de devenir une autre personne. Moi, je suis quelqu'un de souriant, je suis quelqu'un, j'aime bien être gentil avec les gens. Tu ne peux pas rester comme ça dans ce monde-là. Tu te fais manger tout cru. Tu te fais manger tout cru sinon. Ça veut dire que tu es obligé de te pervertir et de jouer un rôle de méchant, de jouer un rôle de mauvais. Et c'est pas une vie en gros. C'est pas une vie. Parce que tôt ou tard, le fait de jouer un rôle, ça déteint. Au bout d'un moment, ce rôle, ça devient vraiment ta personne. Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle émission où nous avons l'honneur d'être accueillis par le frère que je vais vous présenter de suite, Inch'Allah Ta'ala. Donc, salam alaikum, akhi, cheikh. Salam, ça va mon frère, tranquille. Barakallahu fik de me recevoir dans ce cadre magnifique. Avec plaisir, avec plaisir. Qu'Allah te bénisse et que te récompense. Amen. Donc voilà, ça fait environ un mois que tu es sorti de prison. Alhamdulillah. Et donc tu as, après avoir purgé plusieurs années plutôt de prison. Et alhamdulillah, pour des faits d'armes divers qui t'ont été reprochés, comme port d'armes, etc. Tu nous diras exactement pourquoi tout à l'heure. Donc aujourd'hui, tu acceptes de témoigner, de revenir un peu sur ton parcours pour, Inch'Allah, partager un peu comment tu as vécu pas mal de rebondissements dans ta vie, etc. Bon, le but de cette vidéo, c'est de passer un message fort pour la jeunesse et pour les jeunes et les moins jeunes, Inch'Allah Ta'ala. Donc je te poserai quelques petites questions tout au long de nos échanges, Inch'Allah Ta'ala. Donc pour commencer, déjà, est-ce que tu veux bien nous faire une brève présentation, prénom, activité, situation maritale, etc. Moi c'est Cher Sidi, mon prénom c'est Cher Sidi Camara, plus connu sous le nom de Baboun sur les réseaux, Baboun Tag, voilà c'est le pseudo. Je suis né et j'ai grandi à Grenoble. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à Grenoble. Là, ça doit faire une dizaine d'années que je suis sur Marseille. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 3 garçons et une fille. Et comme tu viens de le dire, je viens de sortir de prison d'une peine de 5 ans. Donc là, ça faisait 5 ans que j'étais en prison. Je suis sorti il y a 1 mois. Donc pour des faits de port d'armes, vol recel, refus d'obtempérer, possession de stupes, ce genre de trucs. Et voilà. Hein. Là maintenant on essaye de se reconstruire tout doucement, petit à petit. Qu'Allah il te facilite vraiment les frères. Merci. Pour quelle raison tu as accepté de prendre la parole aujourd'hui face aux caméras? Déjà parce que je vois un peu ton contenu et tout, je vois ce que tu essayes de faire, je me reconnais à l'intérieur, c'est-à-dire essayer de redonner de l'espoir à la jeunesse et de montrer qu'il y a d'autres solutions. Inch'Allah. Et ensuite je pense aussi que ça peut être aussi un exutoire pour moi, le fait d'en parler, ça y est, quand t'en parles, c'est que c'est passé, c'est que tu peux passer à autre chose. Et si ça peut aider aussi un jeune qui regarde ton contenu à se dire regarde, je suis dans la même situation et lui il a réussi à s'en détacher, peut-être que ça lui donnera de la force pour lui aussi le faire et lui aussi s'en détacher, Inch'Allah. Magnifique, barakallahu fik. Bon, là on est à Marseille, ouais. À côté du beau cadre. C'est ça. Ville connue, tristement connue, on va dire, pour tous les meurtres qu'il y a eu dans toute la France, on entend dans les informations, etc., les gangs, les règlements de compte, etc. Toi qui vis dedans, etc., comment t'expliquerais ce phénomène? Je pense, en premier lieu, il y a l'argent. C'est la société dans laquelle on vit, elle est axée sur l'argent, elle est axée sur la possession. Ça veut dire que les jeunes, ils grandissent avec la volonté de faire des sous et en oubliant les principes et les valeurs. Déjà je pense il y a cet aspect là et aussi il y a le truc les jeunes ils ont plus de rêve, ils ont plus de but. Nous quand on était jeunes, pendant une longue partie de notre jeunesse, pour la plupart, je sais pas, peut-être ça a été ton cas, on a eu des rêves. Il y en a qui voulaient être acteurs, il y en a qui voulaient être footballeurs. Moi je regardais Zidane, je regardais Thuram, je me disais c'est possible, je vais essayer d'être footballeur. Et ça m'a tenu jusqu'à peut-être mes 12 ans, 13 ans. Ici à Marseille, à 12-13 ans, le petit, il veut devenir sicario, il regarde Pablo Escobar, il entend qu'il y a un tel qui a tué un tel.
Ça veut dire, je pense que c'est ça, c'est le manque de rêve, le manque de possibilités. Les jeunes ici se disent tôt qu'il n'y a plus rien à faire et que c'est la seule solution pour eux. Je pense que c'est l'un des gros problèmes. Et après, il y a la drogue aussi. Faut dire ce qui est. La drogue, ça s'est démocratisé. Nous, à notre époque, pour trouver de la cocaïne, fallait y aller. Maintenant, tu vas dans n'importe quel quartier, tu t'en trouves et le pire, c'est que presque tout le monde en consomme. Et c'est ça qui fait le plus peur, je pense. D'accord. Mais comment ça se fait que ça s'est démocratisé comme ça par rapport à avant? C'est quoi qui a fait cette... Il y a le fait qu'on écoute et qu'on regarde, on copie les États-Unis. Ça, c'est indéniable. Avant, quand on copiait les États-Unis, même aux États-Unis, il y avait des rappeurs du style Tupac, ce genre de choses qui, même s'ils rappaient, même s'ils faisaient des bêtises, ils dénonçaient quelque chose. Il y avait un message derrière. Maintenant, si tu regardes, que ce soit rap français, rap US, il n'y a plus trop de messages. Les gens, ils te parlent de fessiers, d'argent et de drogue. Donc en soi, on est dans le mimétisme souvent en France. On copie ce qui se fait à l'extérieur et je crains que ce soit ça la principale cause. Ouais. Je pense après, on aime la vie. D'accord, ils sont en partie responsables un peu, tu veux dire, ceux qui... Je pense, ouais. Il y a aussi c'est sûr qu'il doit y avoir eu un changement au niveau des importations. Moi, je le dis souvent, après, je ne sais pas si je me cache pas de le dire. Moi, je connais personne qui a un bateau. Je connais personne qui a un avion, même si je connais des gens qui ont quand même fait du chemin dans le stup, qui peut-être ils sont millionnaires ou multimillionnaires, malheureusement à cause du stup, mais quand même, eh ben, ils n'ont jamais eu cette pensée d'acheter un Boeing 747 pour aller au Mexique et récupérer de la drogue. Ça veut dire, moi, j'ai une certitude, c'est que c'est cette drogue qui arrive en quantité astronomique, c'est des gens qui sont en capacité de la ramener qui le font. Et je ne pense pas que ce soit des jeunes de quartier qui traversent les frontières avec des tonnes de drogue pour viser personne. Ouais, bien sûr. Après, il y a une affaire là récemment, quand j'étais en prison, il y avait un détenu qui faisait partie de l'affaire Air Cocaïne. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Rapidement. Et en fait, Air Cocaïne, on s'est rendu compte que c'était des gens du FN qui étaient allés en République dominicaine pour récupérer des tonnes de cocaïne. Ils se sont fait attraper. Les gens du FN en France ont monté un escadron pour aller les libérer en République dominicaine, malgré que la justice veuille les garder, et les ont extradés de force, c'est-à-dire contre l'avis de la République dominicaine. Donc ça, c'est un petit exemple qui peut nous aiguiller sur comment les quantités de drogue elles passent. Parce que moi, je me dis, on arrive à retrouver un vase en Égypte, dans le désert, grâce à un satellite, mais on n'arrive pas à voir des tonnes qui traversent la frontière. C'est une question qu'on peut se poser aussi. Barakallahu fik, qui vont nous orienter vers d'autres questions. Ouais, c'est ça. Peut-être des réponses. Peut-être des réponses, Inch'Allah. Barakallahu fik, très pertinent, subhanallah. Et donc, vu que tu es dans ces entrailles-là, toi-même, est-ce que tu as eu des amis ou des connaissances qui ont été victimes de meurtres ou de tentatives, etc. Franchement, même moi-même, j'ai déjà été victime de bombes. On peut pas qualifier ça tentative de meurtre parce que c'est les jambes qui ont été visées. Mais j'ai déjà eu affaire à des violences avec armes, moi. Et ouais, même récemment, il m'est arrivé d'être là, il y a quelques mois, j'étais en détention avec un collègue, donc c'était l'Oxy, on rigolait bien, on a fait le ramadan dernier ensemble, subhanallah. Il est sorti en perme et il n'est plus jamais rentré, il s'est fait rafaler dehors. Les gens recevaient des carrés violets sur Snap, tu sais, et en fait c'était son cadavre que les gens recevaient parce que les gens, quand ils font des choses comme ça, ils préviennent aussi, tu sais, ils envoient à tout le monde pour dire voilà, lui on l'a eu. Et je pense que ça aussi c'est un des trucs qu'on peut mettre en exergue, c'est-à-dire à notre époque. Après, on dirait que j'ai 60 ans. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai envie de dire, les gens, ils avaient encore la valeur le respect de la famille, le respect d'un mort, c'est un mort, on ne parle pas sur un mort. Et là, pareil, le fait de copier, c'est pareil, c'est le mimétisme des sicarios au Mexique, des sicarios en République dominicaine, je ne sais où. C'est-à-dire, eux, quand ils font la guerre, maintenant, même le cadavre, ils ne le respectent plus. Et c'est ce qui se téléporte ici. Je pense que ça aussi, c'est un... Après, ouais, ça touche tout le monde à Marseille. Je te dis la vérité, quand tu as quelqu'un d'un quartier, moi, je suis même pas né ici, j'ai pas grandi ici, mais je peux te citer 5 personnes que je connais qui sont mortes dans des règlements de compte. Donc, je pense qu'il n'y a pas un Marseillais qui est né, qui a grandi ici, qui connaît personne qui n'est pas mort dans un règlement de compte. Et c'est malheureux. C'est malheureux. D'accord, subhanallah. Et pour revenir, toi, tu as dit que tu as été victime de violences. Ouais.
Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait tirer dessus? Je me suis fait tirer dessus, ouais, contrairement à ce qu'on pense, et ça c'est une vérité parce que j'entends les histoires, contrairement à ce qu'on pense, souvent dans le stup tu peux avoir des ennemis, un gang rival ou quoi que ce soit, mais c'est jamais eux qui vont te tirer dessus. Ça arrive que vous pouvez avoir des problèmes, mais souvent les morts que tu entends, c'est un ami à toi qui a appelé quelqu'un qui t'a tué, ou c'est un ami à toi qui t'a fait quelque chose pour récupérer tes biens. Et moi c'est ce qui m'est arrivé, hein. Si tu veux, pour grosso modo, pas rentrer dans les détails et pas glorifier ce truc-là, j'avais un point de vente sur Grenoble. Et donc, j'étais entouré des gens qu'on peut qualifier de gang, le gang, quoi. Et moi, je pensais que c'était des amis et qu'on était dans la même galère. Et en fait, eux, non. C'est-à-dire, le truc du stup, c'est quoi? C'est que ça pervertit ton cœur. Tu peux être avec un frère, c'est ton frère. Tu commences à faire du stup. Tous les jours, c'est toi qui as fait le truc. Ça veut dire, admettons, tu prends 200 €, il prend 100 €. Tous les jours, lui, il faisait rien à la base. Un jour, il va se dire, oh, pourquoi lui, il prend 200 et moi 100? Ça, c'est le stup qui fait ça. Parce qu'en fait, la facilité, elle fait qu'il a l'impression que toi, tu fais rien et que lui aussi, il fait rien et que vous méritez la même chose. Et tôt ou tard, dans ce monde-là, tôt ou tard, il y a de la jalousie, tôt ou tard, il y a de la rivalité. Et ça se traduit par les armes, par règlement de compte ou par de la jalousie. Et c'est toujours le même schéma, que ce soit à Grenoble, à Nantes, à Marseille. Chaque fois que tu entends un mort, quand l'enquête elle est résolue, il y a toujours un des amis qui a donné le go ou même qui était dans la voiture qui a tué les gens. Ça veut dire, ouais, moi pour ma part, c'est des amis qui s'en sont pris à moi pour une somme, bon, ça peut paraître, c'est 30 000 €. En grosso modo, non seulement il m'a subtilisé mes sous, c'était pas du légal, donc voilà, mais c'était quand même mes sous. Et en plus, après, par peur que je le trouve, il a anticipé, il m'a tiré dessus. Lui-même, voilà. il a envoyé quelqu'un? Non, lui-même, il est venu. Mais c'était un coup monté dans le sens où tous les gens avec qui j'étais, en fait, ils étaient deux mèches avec cette personne-là, dans l'optique de récupérer cette somme de 30 000 €. Mais 30 000 € maintenant, avec le recul, tu te dis, il y a des gens qui mangent des assiettes peut-être à 30 000 €. Et nous, on arrive à se dire, je vais tuer une personne pour 30, 50 000. Il y a des gens qui signent des contrats, qui prennent 300 000. C'est pour ça qu'il faut avoir du recul et je pense qu'il faut se dire que nous aussi on est capable. Nous aussi on est capable d'ouvrir des entreprises. Nous aussi on est capable d'aller chercher le bonheur ailleurs. Nous aussi on est capable de construire des choses. Et les efforts que tu fais dans le stup, c'est-à-dire que tu dois trouver des bosseurs, tu dois les rémunérer, tu dois faire ta logistique, tu dois faire ta protection. Mais tous ces efforts-là, si tu les fais dans une ouverture d'une crêperie, mais c'est pareil. Tu trouves des employés pour ta crêperie, tu trouves une direction artistique, comment tu distribues ton produit, comment faire la pub, Et c'est exactement pareil. C'est vrai, parce que vu que toi, tu avais vraiment un four, comme on dit, ça veut dire que tu sais vraiment comment ça se passe. Et toi, maintenant qu'alhamdoulilah, tu t'es rangé, tu te rends compte que finalement... Finalement, c'est exactement ça. Ces efforts-là, peut-être j'ai mis 10 ans à les faire dans le mauvais côté. Peut-être si je les avais fait dans le bon, peut-être je serais patron d'une start-up aujourd'hui. On ne sait pas, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, on a ce truc de se bloquer. Et dans les quartiers, c'est toujours ça. On a ce truc de se bloquer, de se dire, mais vas-y, je vais faire ça parce qu'un tel, il fait ça, parce que... Mais les efforts qu'il met pour arriver, t'imagines? Là, j'entends des fois les gens ils disent l'argent facile. Wallahi, il n'y a rien de facile. Dans l'argent facile dont on parle, il n'y a rien de facile. Être debout à 6 heures pour ne pas se faire attraper, pas dormir parce que tu ne sais pas si ça va venir chez toi ou si ça ne vient pas. Avoir des gens dans la ville qui aussi veulent te faire du mal et toi aussi tu es obligé de devenir une autre personne. Parce que tu es obligé au bout d'un moment de... Moi je suis quelqu'un de souriant, j'aime bien être gentil avec les gens. Tu peux pas rester comme ça dans ce monde-là. Tu te fais manger tout cru. Tu te fais manger tout cru sinon. Ça veut dire que tu es obligé de te pervertir et de jouer un rôle de méchant, de jouer un rôle de mauvais. Et c'est pas une vie en gros. C'est pas une vie. Parce que tôt ou tard, le fait de jouer un rôle, ça déteint. Au bout d'un moment, ce rôle, ça devient vraiment ta personne. Ça veut dire que tu fais le choix de devenir mauvais. Mais je pense que personne ne souhaite ça, ni pour ses enfants, ni pour personne. Subhanallah. Non, c'est sûr, comme tu as dit, avant, je pense que c'est arrivé, qui te tire dessus, cette personne de ton entourage. Tu n'avais jamais pensé à aller venir chercher carrément, parce que tu m'as dit après, tu as cherché, tu as voulu... Ouais, après coup, tu connais, parce qu'il y a le poids du quartier. Si je fais rien, je
Ouais. Je suis une salope, si je fais rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est fini. Ça veut dire que tu es dans cet engrenage de j'ai pas envie d'être mauvais, mais on m'a fait quelque chose de mauvais. Et si je fais pas le mauvais moi aussi, ben on va dire que je suis un peu heureux. Alors qu'au final, frérot, ça en valait pas la peine. Ça veut dire, moi, si je te dis la vérité, franchement, même le fait que je sois à Marseille maintenant, de base, je suis descendu pour des mauvaises raisons. De base, je suis descendu pour chasser cette personne-là qui m'avait tiré dessus. Il était venu se réfugier ici? Il était venu se réfugier ici parce qu'en plus, le truc, c'est... Je t'ai parlé de cette méchanceté, mais il y a le truc du code. Tu sais, dans les quartiers, on dit souvent le code, je balance pas. Ça n'existe pas. Le mec, il m'a tiré dessus. Quand il est descendu de son produit, il est allé se rendre, il est allé dire que c'est moi qui avais un point, que je le forçais à travailler avec moi, tout ça. Il s'est rangé du côté de la justice. Ça veut dire la justice, ils l'ont mis à Marseille tu sais, comme ils font dans les films, des fois, protection de témoins et tout. Je pensais même pas que ça existait. Ah, c'est réel, hein? C'est réel, en fait. Il y a des personnes en France dont on cache l'identité, on les met dans d'autres villes, tout ça. Et en fait, après mes recherches, j'ai su qu'il était à Marseille. De base, pour être franc avec toi, j'étais descendu dans l'optique de je descends, je vais me venger. Il m'a fait ça à moi. Et en vérité, c'est en apprenant la vérité parce que moi, quand je descends, c'est lui seul qui a fait ça. Il est venu tout seul, il m'a volé mes sous, il m'a fait ça. Et en fait, en ayant le deuxième son de cloche, je me suis rendu compte que non. En fait, ton collègue de droite, ton collègue de gauche, c'est comme si lui, en fait, c'était qu'un bâton. C'est comme si quelqu'un m'a frappé avec un bâton et lui, c'était que le bâton, en fait. Ça veut dire, je fais quoi? Je prends le bâton, je le casse et la personne qui tient le bâton, j'en fais quoi? Et c'est de là je me suis dit, mais en fait, c'est tout l'entourage qui est gangréné. Et si tout l'entourage est gangréné, ben, c'est peut-être que c'est toi qui as fait les mauvais choix. C'est toi qui t'es mal entouré. Parce qu'il y en a un traître autour de toi. Ok, c'est fautif. 2 traîtres. 3 traîtres. Quand il y a 10 traîtres autour de toi, c'est que c'est toi-même qui es allé dans un mauvais environnement. Et voilà, de là, alhamdoulilah, j'ai réfléchi, j'ai mis les choses, j'ai fait le parallèle et je me suis dit, mais frérot, en fait, moi, c'est même pas cette vie qui m'intéresse. Ça m'intéresse. Et j'ai jamais eu ce truc, ça m'a jamais intéressé d'être Escobar, d'avoir un Ferrari. De base, moi, quand je suis tombé dedans, c'était des trucs de nécessité. Genre, je vais pas demander à ma mère 150 € pour une paire de baskets, elle travaille de 8h du matin à 22h, elle rentre, elle a les yeux comme ça, je la vois faire. J'arrive pas. Alors que nos parents, moi, ma mère, elle aurait jamais accepté 10 € de ma part si je travaille pas. Ou si je lui montre pas que ces 10 €, ils sont légaux, ils sont halal. Ça veut dire, moi, j'étais venu à un point, même pour donner des sous à ma mère, je fais des fausses fiches de paye. Les gens, ils font des fausses fiches de paye pour prendre des apparts. Pour moi, c'était pour juste un peu dépanner ma mère. Tiens, maman, t'inquiète, regarde, je travaille, tiens. Sinon, elle les prend pas. Et même quand tu dis nécessite, en vérité, c'est une autre perception que tu avais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir une chaussure à ça? Ça, c'est avec le recul que tu le vois aussi. Maintenant, j'ai des enfants, tu vois. Ça veut dire, mes enfants, quand ils me demandent une poupée, je sais pas, ma fille, elle me demande une poupée à 90 €. Alors que je sais qu'il y a la même à 40 €. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien qui change. C'est juste le nom. Ben, en fait, nos parents, c'était pareil. Ouais. Ça veut dire, moi, mon père, on avait quand même un écart d'âge. Ça veut dire, j'ai jamais pu... Mon père, on ne s'est jamais compris réellement. Ça veut dire qu'il y avait cette frustration-là que lui, il se disait, mais qu'est-ce qu'il a? Il ne comprend pas que la vie, c'est logique, c'est simple, il faut travailler. Et moi, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il a? Il ne comprend pas que ça y est, le monde, il a changé. Si tu n'as pas ta pertinence au collège, ben, tu n'es pas respecté. Et en fait, cette confrontation-là, elle a fait que toi, ça te crée une frustration et tu te dis, ah ouais, et il ne comprend pas. Et de toute façon, il ne peut pas. En fait, c'est parce qu'il n'a pas de sous, ben, je vais les faire moi-même. Mais en vérité, on n'a jamais manqué de manger, on n'a jamais manqué de boire. On s'habillait, on était habillés, on manquait de rien à la maison. Mais toi, dans ta construction, tu te fais d'un homme de quartier, d'un mec qui est là, qui doit être propre sur lui. Ben, la PRTN, elle est indispensable. Genre, presque, c'est le pain, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, non. En fait, on n'en a pas besoin, en vérité. Subhanallah, ouais, il faut une maturité pour réussir à rentrer dans cette compréhension, subhanallah. Pour revenir un peu sur toi, bon, tu as été incarcéré, tu nous as dit pour quelle raison. Combien d'années tu nous as dit aussi, 5 ans. Et du coup, c'est quoi ta situation sociale lorsque tu t'es fait incarcérer? Parce que tu m'avais comprendre qu'entre ton incarcération et les bêtises, il y avait un temps que tu t'étais rangé. Il y a eu presque 4 ans en fait. Si tu veux, mes derniers faits qu'on me reprochait, c'était 2014. Et je suis rentré en 2018. Ça veut dire, en fait, même déjà en 2014, j'avais déjà cette optique de c'est pas pour moi. Donc j'étais déjà venu dans le sud.
J'avais coupé les ponts avec mes anciennes fréquentations. Bon, j'avais toujours des mauvais réflexes. Tu connais, quand quelqu'un il vient me proposer un iPhone moitié prix, tu as toujours ce truc de dire, ah, c'est bon, je l'achète. J'avais toujours ces mauvais réflexes, mais pour le gros de la chose, j'avais mis fin à mes activités illicites. Et je vais te raconter un truc, subhanallah. C'est-à-dire que j'avais mis fin à ça au point de vouloir travailler. Ça veut dire que j'ai fait un CV, première fois de ma vie, je fais un CV, je mens un peu dessus, tu vois. Après, je sais que je m'exprime bien, je présente bien, ça veut dire que je me dis au culot, des fois ça passe. Je fais quelques entretiens, c'était pour un poste de réceptionniste. Je fais quelques entretiens, je tombe sur un hôtel où le directeur, c'est un noir comme moi, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que je me dis, ah c'est bon, lui il était ivoirien, Afrique de l'Ouest, le feeling il passe bien, le mec m'embauche. Ça veut dire que je me retrouve réceptionniste, zéro diplôme, hein, genre je sais pas comment on tape un truc, mais je suis réceptionniste. Au culot. Au culot, j'apprends sur le tas. Et je travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et en fait, je suis pas payé. Oh. Je suis toujours pas payé. Et Tu te dis pas les premiers mois comment c'est? Ouais, mais après, moi, je connais pas trop le monde du travail. Ça veut dire que je me dis, ouais, des fois, il me disait, ouais, des fois, c'est ton RIP qui est pas enregistré. Après, il me disait, oui, vois avec la comptable. C'était complètement déconnecté Déconnecté de la vraie vie, sérieusement. Ouais. Incroyable. Déconnecté complet de la vraie vie. Ça veut dire même, j'ai fait un compte là pour ce métier-là. J'avais jamais eu de compte bancaire. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, au bout de 4 mois que je travaille, je ne suis pas payé, je demande aux gens et tout, ils me disent, mais non, mais c'est pas normal, ça existe nulle part, il n'y a pas une entreprise qui fait ça. Pour te dire, regarde, subhanallah, là, je suis en mode, je veux me mettre dans le droit chemin, et dans le droit chemin, là, je travaille, et on ne me paye pas. Ah ouais. Ça veut dire que j'en viens à interpeller le directeur. Je lui dis, oh, en gros, tu m'as pris pour un fatigué, hein, frère, ma paye, là, c'est la fin de l'année. Moi, je fais ça pour arrêter de faire des bêtises. Au bout de combien de temps? Au bout de 4 mois, je lui dis ça. Il me dit oui, ok, tout, t'inquiète, on va régler ça. Il rentre à Paris. Et là, ça allait être les fêtes, genre, ça allait être les fêtes de fin d'année, tu vois. Et je me dis, mais en fait, et là, ce jour-là, en gros, ça y est, je réfléchis comme avant. Je fais quoi? Je vais à l'hôtel, je prends le coffre de l'hôtel en otage, je le ramène chez moi et j'appelle l'hôtel. Mais tu vois, les anciens réflexes pour te dire que c'est pas facile. C'est pas du jour au lendemain, tu vas te dire, oh, c'est bon, je suis rangé. C'est impossible. Impossible. Celui qui te dit j'ai réussi, je me suis levé le matin, j'ai tout arrêté, c'est pas possible. Après moi je suis croyant, ça veut dire je crois en le fait que le Très-Haut, même s'il t'aide, il y a toujours des épreuves sur ta route. Ça veut dire que tu vas réussir à faire un truc et hop, tu vas faire une faute. Et c'est là qu'on te regarde. On va dire cette faute-là, ça y est, tu t'en complains, ça te va, ou tu vas encore combattre et continuer à faire des efforts. Très bien. Et c'est ça en fait. Et je pense que c'était une des choses comme ça. Ça veut dire que je me suis retrouvé à avoir affaire à la police pour leur expliquer que je travaille. Là, j'ai tout arrêté, je travaille et même quand je travaille, vous ne voulez pas me payer. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, mais je pense que le cheminement, il se fait. Déjà, il faut avoir le déclic, il faut comprendre un truc, c'est se dire que ça ne sert à rien. Il faut peser le pour et le contre aussi. Souvent, on me disait, mais ça n'a pas de prix de dormir en paix. Tu vois, souvent on te dit cette phrase quand tu es dans le mauvais coton, on te dit « Mais toi tu dors, tu n'es pas bien, moi je dors en paix ». Je ne comprenais pas cette phrase. Parce qu'en fait, j'avais jamais dormi en paix, tu vois ce que je veux dire? C'est pas ce que ça veut dire, la définition de la paix. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et mes frères, il n'y a rien de mieux de dormir en paix. C'est réel. Maintenant que tu as goûté? Maintenant que j'ai goûté, je comprends c'est quoi dormir en paix. Tu dors, tu sais que tu as fait une bonne journée, tu as essayé de faire le bien, tu n'as causé de tort à personne, personne t'en veut pour quoi que ce soit. Et la justice ne te cherche pas, mais il n'y a pas de prix. D'accord. Et cette paix-là, tu l'as goûtée donc avant de te faire incarcérer? Parce que ouais, avant de me faire incarcérer. Ça veut dire, du coup, là, je te racontais ça, c'était pour te dire, genre, j'avais vraiment tout laissé. J'allais au travail, je prenais ma voiture, j'allais à l'hôtel, bonjour monsieur, vous voulez une chambre? J'étais réceptionniste réel. Et en fait, du coup, avec cette histoire, pareil, cette histoire, elle a fait que ils se sont réoccupés de mon dossier et m'ont ramené toutes mes condamnations d'avant. Pourquoi tu avais fait quoi avec cette histoire? Je suis allé à l'hôtel. Je l'ai vraiment fait. Je crois que tu me disais, j'ai jamais vu. Non, j'ai vraiment eu la haine gréna. Je suis retourné à l'hôtel pour prendre le coffre, mais sans voler. Hein. J'ai pris le coffre, je les ai rappelés. J'aurais dit, c'est moi, j'ai votre coffre. Payez-moi et je vous rends votre coffre. Parce que je savais que dedans, il y a des chèques, des trucs. Vous, ça vous cause problème. Moi, il me faut mon argent. Vous me devez à peu près 5 000 € là. Et je fais quoi? Je dois rester assis. Et en fait, ça, moi, tu connais l'ancienne pensée. Je me suis dit, c'est un Renoir comme moi. Et
Mais non, il a appelé la police, et monsieur, il a volé mon coffre. Moi, c'est la police qui m'a appelé, ramené le coffre. J'ai ramené le coffre, ils ont attendu quelques mois. Et ils m'ont remis une condamnation, mais par défaut. Ça veut dire, en fait, quand moi, je me suis fait attraper, c'était Covid, tu sais, en voiture, je me suis fait attraper, ben, ils m'ont sorti 4 condamnations que, frérot, ça date des années, mais c'est à cause de cette condamnation qu'ils m'ont tout rappelé. T'es en sursis du coup, ça veut dire? Non, même pas. C'est genre, en fait, des fois, en France, c'est ça le problème aussi. Et ça, c'est un des gros problèmes de la justice française. C'est le temps de traitement. Ça veut dire, des fois, tu peux commettre un truc cette année. On est d'accord, tu admets que tu as commis ce truc, tu passes devant le juge, il te dit OK et tout. Et il te dit, vous serez jugé. Ça veut dire, là, tu fais ta garde à vue et tout, tu ressors. On te dit, tu seras jugé. Mais des fois, tu t'es jugé dans 3 ans. Ah ouais, d'accord. Mais en 3 ans, toi, des fois, tu es rentré chez toi, tu as rencontré une femme, tu as trouvé une étude, ou tu as trouvé une branche qui te plaît, tu t'es mis à travailler et tout. Et dans 3 ans, on te dit, ah, mais en fait, tu as 3 ans, tu as fait ça. Ça veut dire, là, tu prends 2 ans. C'est ce qui t'est arrivé un peu là. Et c'est ce qui m'est arrivé exactement ça. Ça veut dire 4 ans après, on m'a dit, ouais, il y a 4 ans, tu as fait ça, et vas-y, là, tu as 5 ans à faire. Ils te reprochaient quoi exactement? On me reprochait port d'armes, refus d'obtempérer, vol-recel. Donc le vol-recel, c'était le coffre. Plus j'avais possession de stup. Et, voilà. Pour ça, tu as mis 5 ans? Chaque peine, ils m'ont mis 1 an. Ah, chaque chef d'inculpation. Il y avait 5 chefs d'inculpation. Ils m'ont mis 1 an pour chaque chef d'inculpation. D'accord. Ah ouais, subhanallah, ouais, ça t'est retombé dessous. Et comment tu l'as vécu ça? Comment tu l'as spirituellement? Est-ce que tu as fait Je pense que une liaison? ça m'a bien aidé dans le sens où je fais toujours la liaison en fait. Ça veut dire des fois la justice, elle peut te mettre une peine que moi je sais je ne mérite pas cette peine. Mais au niveau justiciable, ça veut dire dans la justice, je n'ai pas fait ce que vous me reprochez. Mais au niveau du Très-Haut, je sais que moi j'ai fait des choses que je mérite. D'accord. Je ne sais pas comment t'expliquer. Ça veut dire je me suis retrouvé en prison et les gens me disaient mais t'es fou, ils t'ont allumé, c'est quoi cette juge, la justice c'est n'importe quoi. Ça c'est un fait, on peut discuter de la justice et tout, ça aussi il y a des choses à dire. Mais moi personnellement, j'estimais mériter. Je méritais parce que il y a des situations dans lesquelles je ne devais plus me retrouver. Ça y est, je suis un père de famille, je n'ai pas à me retrouver dans une situation où on te dit ramène le coffre, pas ramène le coffre. Je suis un père de famille, à l'époque je buvais beaucoup. Je suis un père de famille, je ne devais pas me retrouver à boire avec des gens. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, avec le recul, je me suis dit, ouais, en fait, peut-être que je ne mérite pas 5 ans de prison par la justice et qu'ils ont été sévères avec moi, mais envers mon Seigneur, je mérite. D'accord, machallah. Très bon, tu as relativisé de cette manière. C'est ça, et je pense que ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Est-ce que tu pourrais décrire du coup l'évolution entre quand tu t'es fait incarcérer et le jour de ta libération? Comment c'est la maturité un petit peu? Tu veux, là-bas en prison, tu es seul. Même quand tu es entouré, tu es seul. Tu peux avoir tes collègues et tout, mais quand tu es seul à cantiner, tu es seul à prendre des nouvelles de ta famille, tu es seul à te débrouiller, ça veut dire... J'étais encore dans cette optique de oui, de toute façon je vais pas mal finir, mais je continue à faire ça. Mais je vais pas mal finir, mais je continue à fumer. Je vais pas mal finir, mais je continue à boire. Et en fait, cette dernière peine, si tu veux, elle m'a fait comprendre que... Tu as fait plusieurs peines? Ouais, avant ça, j'avais fait des peines de prison déjà, malheureusement. D'accord. Combien? Mais jamais autant. En tout, dans ma vie, j'ai fait 10 ans quand même. 10 ans de prison? Les premières 5 ans, c'était en saccadé. Ça veut dire 1 an, 18 mois, 1 an, 18 mois. Et là, cette peine, c'était la plus grosse peine que j'ai faite, 5 ans pleine. Là, ça t'a mis... Là, c'est même pas... En fait, c'est même pas la prison en elle-même qui m'a mis. C'est en fait, je me dis, mais ça y est, là, tu vois, j'ai 33 ans. Je me suis dit, je me retrouve, je vais passer mes 30 ans en prison. Tu sais, quand tu es jeune, tu as toujours ce truc de dire 20 ans, je passe mon permis, 25 ans, je me marie, j'ai des enfants, 30... Et ça m'a mis un coup de me dire, mais regarde, à 18 ans, j'étais en prison, à 30 ans, je suis en prison. Mon frère, il y a un truc qui cloche, il y a un problème. Et en fait, je me suis rendu compte que tu ne peux pas changer sans changer. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu peux avoir tout l'espoir de changer du monde. Tu peux avoir tout, parce qu'on me disait souvent, tiens, tu parles bien, tu es intelligent. Mais c'est mon père qui avait la meilleure réponse à ça. Tu sais, dans les trucs parents-prof, souvent on disait, il est intelligent, mais il ne travaille pas. Et mon père, il laissait parler le prof jusqu'à la fin. Il lui disait, mais monsieur, j'ai une question. Quelqu'un d'intelligent qui n'utilise pas son intelligence, c'est un con. Et ma parole, tu as vu, avec les années, mais il a totalement raison. Excellent, le père. T'es plus con qu'un gars qui est vraiment bête. Tu vois ce que je veux dire? Le mec qui est bête, il n'a pas la capacité de faire autre chose.
Mais toi, tu as la possibilité de faire autre chose et tu fais pas. Ça veut dire que tu es encore plus bête que le mec bête. Et en fait, le fait de me dire ça, je me suis dit, mais c'est vrai en fait. Et de là, en prison, c'est là que j'ai commencé à me dire, bon, j'ai fait 1 an quand même, 1 an et demi en mode de prisonnier, vas-y, que la prison. Et au bout d'1 an et demi, je me suis dit, mais frère, je vais rester là encore 5 ans, encore 4 ans, sans rien faire. Genre là, je veux vraiment rien faire, bloquer ma vie. Et j'acceptais pas en fait. Je me suis dit, il faut que je m'instruise, il faut que je prenne soin de mon corps, il faut que j'élève mon esprit. Et il faut que j'essaye de faire les choses que j'ai envie de faire. Ça veut dire que j'ai toujours eu ce truc de vouloir faire une marque, j'ai toujours voulu ce truc de... J'étais un peu dans l'audiovisuel, ça veut dire que j'ai toujours eu à voir avec le contenu, avec ce genre de choses. Et de là, je me suis dit, mais en fait, ouais, personne ne va le faire pour toi. Et j'ai lancé. J'ai lancé le TikTok en prison, j'ai lancé ma marque aussi en prison de vêtements, de streetwear. Et voilà, de là, quand j'ai vu que c'était possible et qu'en plus, Dieu il me donnait la force, parce qu'en soi, j'ai rencontré des personnes, subhanallah, genre j'étais en cellule, je veux faire une marque, le soir même, il y a quelqu'un qui m'ajoute, qui me dit « Oh, franchement, j'aime bien ton concept, si tu veux, moi, je fais du textile, on peut parler. » Parfait, ouais, j'aimerais bien et tout. Ah ben je connais un mec, un graphiste qui fait des logos. Ah, et de là, de fil en aiguille, tout s'est mis en place. Subhanallah, comme on dit... C'est il n'y a pas longtemps, je lisais un hadith, c'était de Aïcha, je crois, paix et salut sur elle. Elle disait que même quand tu lasses tes chaussures, demande à Ya Rabbi de te faciliter, parce que sinon, ça ne serait pas facile. Subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, subhanallah, ça, je l'ai vraiment vu, parce que là, des choses qui me paraissaient infaisables, inconcevables avant, ben, subhanallah, maintenant, ça se fait tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Comme toi, ta présence là, subhanallah, c'est... Bon, tu vois ce que je veux dire? On s'est rencontrés comme ça, c'est au feeling, tu vois. Mais on a parlé combien? 2 minutes même 2 pas? minutes, tu m'as direct dit, ben je passerai te voir et subhanallah, tu es là aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est Allah qui fait les choses, tu vois, parce Exactement. que moi, je te dis, quand j'ai dit un truc, c'est pas moi, c'est Allah qui m'a. Aujourd'hui, je suis à Marseille, je suis à Toulouse, moi, je suis à Marseille aujourd'hui, tout est écrit. Il y a des millions d'années, c'était déjà écrit. Et comment, on ne sait pas. On ne sait pas. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, mashallah. Du coup, donc, voilà, après, tu as ta libération, et donc, à ta libération, ça va être. Du coup, après, j'ai continué, pendant que j'étais en prison, je continuais. Il y avait le truc de, t'as pas le droit au téléphone en prison. Ça veut dire, au début, les surveillants, j'étais l'homme à abattre. Tous les jours, ils cassaient ma cellule et tout. Et ensuite, en fait, il y a une surveillante qui est tombée sur mon live, un soir. Ça veut dire, elle est chez elle, moi, je suis en cellule, elle tombe sur mon live. Et en fait, elle a kiffé ce que je disais, en fait, ce que j'essayais de faire. Et du coup, elle a passé le mot aux autres surveillants. Et je te mens pas, en fin de peine, les surveillants, quand ils venaient dans les couloirs, ils me disaient « Ça va, baboune, la horde !» Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils avaient compris que j'étais pas mauvais et qu'au contraire, j'essayais de dire aux gens ce que vous êtes en train de traverser peut-être ou ce que vous pensez devoir traverser, je l'ai traversé. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon dans le stupide, il n'y a rien de bon. C'est footballeur, il y a un footballeur sur 100 000 peut-être qui devient footballeur. Le stup, c'est pire. Il y en a un sur 200 000 qui devient... Il réussit sa vie, qu'il a des sous, il subvient à ses besoins, il est là pour sa famille. Il y en a un sur 200 000. Les autres, il y a celui qui a pris 5 balles dans la tête, il y a celui qui avait tout, qui a tout perdu, qui est en prison, là il lui reste 10 ans, il va sortir, il fait souffrir sa famille, sa mère, ses enfants. Et sinon, celui qui est au Mexique et qui habite dans une villa et qui a réussi sa vie, ça n'existe pas. Et même lui, voilà, ça n'existe pas. Et même lui, il n'a pas de baraka. Il n'a pas de baraka, il n'a rien. Même lui, quand il achète une voiture, tu les vois, frère. Il achète le dernier S4, 6 mois après, tu entends, il a cartonné là-bas, il a un plâtre comme ça. Après, 2 mois après, il fait ça. Il se marie, il divorce. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Ça veut dire, en soi, tu vois qu'il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon. D'accord, subhanallah. Du coup, alhamdoulilah, tu purges ta peine. Là, maintenant on revient, tac, tac, flashback, 1 mois en arrière. Et là, maintenant tu sors. Qu'est-ce que tu as comme projet? C'est quoi tes projets? C'est quoi ton envie, ta hargne? Ben, le premier truc, c'est mon livre. Tu vois, ça fait des années que j'écris maintenant. Et je pense avoir un livre qui peut parler de bonnes choses, passer un message. Et surtout qui peut être utile. En fait, j'aimerais qu'une fois qu'on ait lu mon livre, eh ben, on ait moins de certitude et plus de questionnement. Tu vois, qu'on se pousse à rechercher la vérité. Souvent, je tombe sur des gens qui ont des idées reçues, par exemple sur les musulmans, ou sur, tu vois, là, le cadre où on est, j'habite, c'est pas trop, il n'y a pas trop de frères, il n'y a pas du tout même. Ça veut dire souvent, même, j'ai des discussions avec les gens qui sont non musulmans, du coup, et ils ont plein d'idées reçues. C'est-à-dire des idées qui viennent de la télé, certainement, ce genre de trucs, c'est news et tout. En mode, oui, mais l'islam, vous prenez la violence. Oui, mais l'islam, vous... Tu vois ce que je veux dire? Eh bien, ces idées reçues, on les a sur plein de trucs.
oui, les noirs, oui, les mecs de quartier, oui, les... Et en fait, j'aimerais bien que le livre, il force les gens à se reposer des questions. Parce que, en fait, tu sais, en France, on a un problème, on a un problème avec je sais pas. Genre, quand on pose une question à quelqu'un, et ça vient de la façon dont on est éduqué en France au scolaire, quand tu sais pas en cours, t'es le bête de l'école. Ah, tu sais pas, ah, tu sais pas. Alors que, par exemple, nous, au Sénégal, parce que j'ai vécu au Sénégal pendant 3 ans, j'ai continué ma scolarité là-bas. Quand tu as une question à choix multiple, par exemple, admettons, je te dis, quelle est la capitale de l'Espagne? Réponse A, Madrid. Réponse B, Porto. Réponse C, je ne sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es en France, c'est réponse A ou B. Si tu sais pas, tu fais quoi en France? Tu fais au hasard. Tu dis, ah ben je sais pas, peut-être c'est Porto. Tu mets Porto. Au Sénégal, si tu fais l'erreur de mettre Porto, il te met -1. Ah ouais. Parce qu'il te dit, mais toi, je suis en cours, c'est moi qui te fais ton cours, moi je sais ce que je t'apprends. Maintenant, je te pose la question. Toi, non seulement tu n'as pas appris ce que je t'ai appris, ce que je suis payé et que toi, tu me payes pour apprendre, mais en plus, tu oses te foutre de ma gueule à cocher un truc rien à voir. Si tu sais pas, dis-moi, je ne sais pas. Ne me fais pas croire que tu sais autre chose. Et en fait, quand tu dis je ne sais pas à quelqu'un, ben, suite à ça, il va te dire, tu vas apprendre. Ça veut dire de je ne sais pas, tu vas apprendre et tu vas savoir après. Mais quand tu as un problème à dire je ne sais pas, ben, tu es sûr de rien apprendre. Tu fais semblant de tout savoir. Et c'est ce qui se passe en France. Si tu remarques un match de foot, tu le rates, tu demandes à quelqu'un, tu as vu le match hier? S'il ne l'a pas vu, ça y est, il ne va pas parler du match. Mais l'islam, les gens, ils n'ont pas lu, ils ne lisent pas, ils n'écoutent pas. Tu lui dis l'islam, il dit, ah, moi, je pense. Non, tu n'as rien à penser, frérot. Il y a un Coran, il y a la Sunna. Si tu lis, tu peux penser sur ce que tu as lu, sur ce que tu sais. Mais si tu n'as pas lu, tu n'as pas à t'exprimer. Et je pense que c'est ça, là aussi, l'un des problèmes. On a du mal à dire je sais pas. Tu as le droit de dire je sais pas, frère. Tu sais pas, alhamdoulilah, je sais pas. Tu me poses une question, moi, je sais pas. Et si j'arrive à savoir demain, tant mieux. D'accord, très bien. Donc dans ce livre, l'intention de ce livre aussi, c'est pour déconstruire un petit peu. Déconstruire. Ouais. Amener à poser des questions, comme tu as dit. Très bien. Et un petit peu, est-ce qu'il y aura un petit peu des passages de ta vie? Il y aura du vécu dans le but de motiver des gens qui peuvent être dans ma situation. Je pense que j'ai traversé des situations c'est basique, hein, dans les quartiers, il y en a beaucoup qui traversent, que ce soit la pauvreté ou la violence ou vas-y, des fois des idées sombres où tu te dis ouais, c'est bon, je vais tout casser, vas-y, je m'en fous maintenant. Ben non, je pense je peux peut-être avoir quelques expériences qui peuvent donner de la force à certaines personnes, ouais, et peut-être les empêcher de faire les erreurs qu'on a pu faire nous. Excellent. Hâte de la sortie de ce livre. Ce livre, il est fini. Il ne reste plus qu'à le sortir. Il est fini, il reste maison d'édition, apparemment. Maison d'édition, exactement. Il s'appellera Le Nègre Errant, Inch'Allah. Le Nègre Errant. Donc, s'il y en a qui tombent sur cette vidéo et qui connaissent des contacts, maison d'édition, etc., n'hésitez pas, Inch'Allah, à donner la force pour le frérot, Inch'Allah. Et niveau associatif aussi, tu m'avais parlé. Là, en fait, depuis ma sortie, j'avais pour optique de créer une association, donc pour pouvoir avoir une emprise sur le terrain pour ce que j'essaye de faire à travers le livre et à travers le contenu. J'aimerais le mettre en œuvre sur le terrain, donc j'ai monté une association, là, alhamdoulilah, ça y est, c'est finalisé, ça s'appelle la Horderie, du coup, en référence à la Horde. Et voilà. Toi c'est la Horde. Ouais, c'est moi ça. C'est la meute, toi c'est la Horde. Ah, toi c'est la meute, ok, hein, moi c'est la Horde. Magnifique. Voilà, subhanallah, regarde. Et ouais, la Horderie, du coup, et en fait, on va essayer de créer des activités, que ce soit au niveau sportif, cuisine, ou même au niveau audiovisuel, dans le sens où il y a beaucoup de jeunes talents qui aimeraient faire du cinéma et qui trouvent ça impossible. Mais on aimerait déjà redonner la confiance aux jeunes, dans le sens où ils ont des capacités, ils ont des talents, et ils peuvent les exploiter. Et aussi, j'aimerais aussi faire en sorte que les jeunes prennent le pouvoir dans leur ville. Ça veut dire qu'ils se réinvestissent dans les associations, qu'ils se réinvestissent même en politique. Des jeunes s'ils ont la possibilité de reprendre les rênes. Parce qu'on est là à se plaindre, oui, Macron, oui, Marine Le Pen. Mais mon frère, si tu restes assis dans ton canapé et tu les regardes, c'est sûr qu'on ne va rien changer. S'ils ne savent même pas qu'on existe, c'est sûr que ça ne va rien changer. Comment ils peuvent savoir qu'on existe? Dans le fait qu'on s'implique dans nos associations, dans le fait que les gens avec qui on vit, ils nous voient œuvrer. Ça veut dire que même pour repartir dans le truc du stup, souvent tu vois les gens on prend pour prétexte, je fais ça pour la daronne. Souvent c'est le prétexte, t'entends tout le monde, tu me dis mais pourquoi tu fais ça? Je dis c'est pour la daronne frérot, on va mettre la daronne bien. Wallahi personne ne va mettre la daronne bien.
La daronne, elle veut être bien. Quand toi, tu es honnête, tu es rangé, tu dors tranquille, la daronne, elle est bien. Subhanallah. Tu vois ce que je veux dire? Et ben c'est ce même truc que j'ai envie qu'on se redise les vérités en fait. J'ai envie qu'on se redise les vérités. Et pour ça, je pense qu'il faut être sur le terrain. Il faut voir les jeunes, il faut voir ce qui les intéresse. Il faut essayer de les aider à faire ce qui les intéresse. Et là, peut-être qu'ils vont reprendre confiance en nous. Magnifique. Qu'Allah y facilite, c'est une très bonne chose. Mais écoute, pour clôturer ce magnifique échange, est-ce que tu aurais, par exemple, tu aurais des jeunes là en face de toi, ou même des parents, pour comprendre un peu leurs jeunes, parce que c'est vrai que des fois, quel conseil tu leur donnerais? Modestement, quel conseil tu pourrais leur donner pour ces jeunes déjà, et ensuite pour les parents, ou les deux en même temps? Franchement, je le dis souvent, hein, moi, le truc que je pense qui a pu peut-être me sauver, c'est de... Comment dire ça? Un conseil vraiment, c'est avoir un but et savoir qui tu es. Dans le sens où, quand tu es dans un quartier, tu es tout le temps avec du monde, tu es tout le temps avec tes copains, tes machins, vous allez faire ci, tu mets des baskets, tu t'habilles d'une certaine manière. Mais est-ce que c'est vraiment toi qui aimes ces baskets? Est-ce que c'est vraiment toi qui veux s'habiller comme ça? Et dans cette question-là, c'est dans le sens où, des fois, il faut se retrouver seul pour savoir qui on est. Il faut se retrouver seul, savoir ce que tu aimes faire. Des fois, tu fais du foot. Moi, je me souviens, je faisais du foot quand j'étais petit. Je voulais être footballeur et tout. Mais avec le recul, je voulais être footballeur parce que tout le monde voulait être footballeur. Et parce que j'allais au foot, parce que tout le monde allait au foot. Si j'allais aller au basket, les gens ils allaient dire qu'est-ce qu'il a, il va au basket. Tu vois ce que je veux dire? Et ben en fait, non. Faut avoir cette force de savoir qui tu es, de se fixer un but et de s'y tenir. Peut-être tu vas faire des conneries. Peut-être tu vas perdre le fil à un moment et te retrouver à faire des trucs que tu voudrais pas faire. Mais si tu as ce but et si tu sais qui tu es, même dans les mauvais trucs, on parlait de trafic de stupes et tout, même en passant par les mauvaises choses, tu vas te rappeler. Moi, par exemple, j'ai toujours eu ce truc de vouloir rentrer au Sénégal, avoir des terres cultivables, avoir un petit commerce, être proche de ma famille. Ce but, même quand je faisais des bêtises, j'ai toujours eu ce but dans ma tête, la finalité, je me vois finir là-bas. Et je pense que ça m'a aidé à pas dériver. Ça veut dire quand j'ai eu peut-être des propositions, allez, viens, on va en Espagne, on s'installe en Espagne, on gère de là. Et non, moi, je veux rentrer au bled. Tu vois ce que je veux dire? Malgré que j'étais dans le mauvais, hein. Mais cette optique-là, ce but-là, il m'a peut-être sauvé d'autres choses. Ça veut dire que si j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est fixez-vous un but, apprenez qui vous êtes et fixez-vous un but en rapport avec qui vous êtes. C'est très intéressant ce que tu dis, mais je sais que la question qui me poserait, c'est comment apprendre qui on est? Comment apprendre qui on est? Et comment avoir un but? À partir de quel âge tu penses qu'ils peuvent avoir un but, etc.? Franchement, ça dépend, parce que j'ai déjà rencontré des gens très tôt, ils arrivent à savoir. Tu vois, des fois, des petits jeunes, il a 15 ans, il te dit je veux être boulanger, il fait son CAP, il sait tout de suite ce qu'il veut. Subhanallah, il y a des choses aussi que c'est la souffrance qui apprend. Il y a des fois, tu es obligé de souffrir, passer par quelques chemins qui te blessent, tu es obligé d'être trahi. La frustration. La frustration, et c'est là que tu vas vraiment te questionner. Quand tout va bien dans ta vie, tu manges bien, tu dors bien, c'est rare que tu te remettes en question. Tout va bien. Quand il y a un vrai problème ou quand tu as une épreuve, subhanallah, je le souhaite à personne, ou une maladie, là tu te remets en question et tu te demandes ce qui est important. Je pense que ça l'a fait peut-être avec le Covid. Moi, je pense qu'avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question, qui se sont demandé leur sens de leur vie. Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire? Aller dans un bureau, envoyer des mails toute la journée pour un mec qui s'engraisse et moi, j'apprends rien, je sers à rien. Tu vois ce que je veux dire? Se remettre en question, c'est le plus important. Après, ouais, c'est sûr que trouver un but, surtout aujourd'hui avec en fait, le fait qu'on a tellement de possibilités, se décider, c'est difficile. À l'époque, nos parents, peut-être, ils avaient ouvrier ou machin. Tu vois, il y avait 4-5 choix qui s'offraient à eux et tu fais pas un des choix, tu as perdu. Nous, tu peux dire oui, je vais faire TikTok, je vais faire Insta, ou peut-être que je vais faire du rap. Non, en fait, je vais faire des castings. En fait, trouve ce que tu aimes, ce que tu aimes faire, trouve ce qui te motive. Dans le sens ce qui, à chaque fois que tu te lèves le matin, tu te dis, oh, ça me dérange pas de me lever pour ça. Quand tu trouves ça, à mon avis, c'est déjà, tu as un bon 50% de régler du problème. Ouais. Tu as réglé un bon 50% du problème, je pense. Après, il y a les parents. Les parents, je pense que le truc compliqué, c'est que nous, on a une éducation à la sanction. Ça veut dire, nous, nos parents, je ne sais pas pour toi, nos parents, c'était tu dois être bien, et si tu n'es pas bien, on te punit. Ah, grave, voilà. Si tu n'es pas bien, on te défonce pour les plus violents d'entre eux. Alors qu'en France, en Europe même, j'ai envie de dire, c'est l'éducation, elle est à la récompense. Ça veut dire,
Tu es bien, ah ben je te donne ça. C'est pas la base d'être bien, c'est pas normal d'être bien. Nous, nos parents, ils attendent de nous qu'on soit excellents et tout le temps. Ça veut dire, moi, j'ai des souvenirs de mon père. Mon père, il était illettré, paix à son âme. Mais il me disait, s'il y a quelqu'un qui a eu 20, tu dois avoir 21. Tu vois ce que je veux dire, les gamberges du daron, tu vois. Je peux pas avoir 21, papa, c'est 20 sur 20. Non, s'il y en a un, il a 20, tu dois avoir 21. Parce qu'ils ont ce truc-là. Et en fait, nous, ça veut dire qu'on est bloqué entre ces deux eaux. Moi, des fois, j'ai envie de mettre la fessée à mes enfants. Mais tu es en France, si elle va à l'école, elle dit papa, il m'a fessé, ils vont signaler. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es bloqué dans ce truc. Toi, tu as une éducation qui a été sur la sanction, mais tu dois avoir une éducation sur la récompense. Et comment avoir une éducation sur la récompense quand tu n'as pas les moyens? Parce qu'il faut dire ce qu'il est. Moi, je n'ai pas les moyens de t'acheter une Play 5 quand tu as 10 sur 10 à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe nulle part, frérot. Ça veut dire qu'il faut trouver juste milieu. Et je pense que le rapport qu'on doit essayer de développer avec nos enfants, c'est un rapport d'écoute. Il ne faut pas que ton fils il se dise « Ouais, j'ai vendu de la drogue, je vais me faire tuer quand je rentre. » Il faut que ton fils il se dise « Je vais en parler à papa ce que j'ai fait. Je vais en parler à papa que j'ai vendu de la drogue et qu'il se dise « Tu vas avoir un avis réel. » Parce que moi, quand on réfléchit, nous, nos parents, on ne sait rien d'eux. C'est vrai. On ne les connaît pas, on ne connaît que la facette de parents qu'ils nous ont imposée. Ça veut dire, moi, mon père, je ne sais pas s'il est déjà allé en boîte dans sa vie, ou je ne sais pas s'il a fait des erreurs. Pour moi, le daron, c'est le daron de la maison, il travaille, il fait ses prières, il n'y a pas un écart, tu vois ce que... Mais tu as été jeune, papa. C'est obligé, tu as été jeune. Tu n'es pas né direct daron sérieux, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as été jeune. Quand tu as été jeune, tu as peut-être fait des erreurs, mais parle-en avec ton enfant. Dans tes erreurs, il va se reconnaître. Il va se dire, ah, des fois, il va être confronté à cette situation. Il va se dire, ah non, papa, il m'a dit quand lui, ça lui a fait ça, il a fini comme ça. Et quand bien même, ils vont fauter. Ils vont fauter. Mais au moins, il sera en confiance pour discuter avec toi. Ah, et je pense que c'est l'axe le plus important sur lequel on doit travailler, la communication avec nos enfants et leur permettre de se sentir libre de nous parler de tout. C'est vrai, et après, le seul truc, c'est qu'il y a le risque de, si jamais certains papas, ils ne veulent pas dire les erreurs qu'ils ont faites, parce que sinon leurs enfants vont dire, ah, ça va, papa, il a fait, je peux le faire. Ouais, c'est vrai, mais après, c'est la présentation. Il faut lui présenter ça avec les inconvénients, en premier lieu. C'est ça, je pense. Moi, par exemple, mes enfants, j'étais en cellule, ils venaient me voir au parloir. Ça veut dire la moitié des gens avec qui j'étais en prison, ils mentent à leurs enfants. Ils disent, non, je suis au travail, non, je suis... L'enfant, il n'est pas bête. Surtout maintenant avec Internet. Moi, ma fille, elle vient, elle prend la télé, commande vocale, YouTube, elle met ses dessins animés toute seule. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne peux plus leur mentir. Ça veut dire, moi, je préférais leur dire, papa, il a fait une grosse bêtise. Comme toi, quand tu fais une bêtise, tu es puni. Papa, il a fait une bêtise. La France, elle a puni papa. Quand il a fini sa punition, il rentre à la maison. Et je pense aussi ne pas surraconter. Tu sais, nos darons, moi, par exemple, mon père, je lui dis, papa, tu es venu comment du bled? Je te disais, il y a eu une inondation, j'ai nagé, après j'ai combattu, je sais pas ce qui était, une histoire fantastique. Il y avait un lion, je l'ai étranglé, après c'est là que j'ai réussi à monter. Faut être franc, faut leur dire la vérité. Il n'y a rien de bon dans le stup. Le mec qui tient la sacoche, il a faim, le grand il lui met des gifles, il essaye de lui voler ses sous, lui il essaye de voler le grand. Il n'y a rien de bon dedans. Tu le vois peut-être là, il en reste 3 locations. C'est une location, il a payé 300 € à un, il a posé 5 000 € de caution, que tout le monde cherche à lui prendre ses sous, et il va cartonner, il va perdre tous ses sous, il va repartir à zéro, il va se faire attraper Il faut dire la vérité. Il n'y a personne qui s'en sort bien, toutes ses dents, sans séquelles, du stup. Et sans compter tous ceux qui tombent dans leurs produits, frère. Tu en vois combien des anciens maintenant, ils viennent dans le quartier. Ah, tiens, un morceau. Ah, frérot, moi, quand j'étais à votre époque. Oui, frérot, d'accord, tu étais à notre époque. Là, maintenant, tu en es où? Tu as gâché ta famille, tu as gâché ton travail, tu as tout gâché. Oui, à l'époque, tu avais un Ferrari, tu avais. Mais d'accord, mais maintenant, tu en es où? Et chaque quartier, ça, tu peux le voir. Dans chaque quartier de France, je crois, il y a un ancien qui te dit, oh, j'étais champion de boxe taille. Frérot, tu as raté. Et frère, c'est ma hantise de finir comme ça. Ça veut dire faut se réformer. Voilà, tu es obligé. Masha'Allah. Barakallah fi jazakallah khair. Franchement, c'était très très enrichissant. Est-ce que tu veux ajouter un dernier truc ou alhamdoulilah? Franchement, merci d'être venu m'interroger. Moi, ça me fait une petite tribune. Et ouais, Inch'Allah. Les réseaux sociaux, on veut te suivre. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Baboon Tech sur TikTok, sur Instagram. Sur Instagram, c'est pas mal parce que les maisons d'édition, elles sont pas mal sur Instagram. Elles ne respectent pas trop les communautés TikTok. Et après, ouais, Inch'Allah, moi, je ne suis pas pressé. Petit à petit, je vais faire
faire les choses dans l'ordre, Inch'Allah, ça va marcher, il n'y a pas de raison. Ok. Barakallahu fik. Jazakallahu khair pour ces échanges. Merci Qu'Allah à te mette toi. la baraka dans tout et Amin. on te souhaite le bonheur et la réussite dans les demandes. Jazakallahu khair. By the Alhamdulillah. water. She's gone astray so far away from my father's daughter. She just wants a life for her baby. All alone, no one will come, she's got to save him. She tells him who love, no